Salut à tous. Vous savez, en travaillant sur cette chronique rétro-découverte, je me suis aperçu qu'il y avait des instants très particuliers que j'affectionnais tout particulièrement. Sûrement l'avez-vous constaté en poussant le trait, je m'attarde sur deux types de jeux. Il y a d'abord les grands classiques, ceux que l'on peut retrouver dans la plupart de nos manuels d'histoire du jeu vidéo. Ce sont bien souvent des titres encore plaisants à parcourir 15, 20, 30 années après leur sortie, de par des qualités évidentes de game design ou de level design. Puis il y a les autres jeux, ceux qui m'ont inspiré cette chronique, les titres bien trop rarement cités et donc oubliés par le plus grand nombre, et principalement par les plus jeunes. Et si on a eu tendance à les oublier, c'était pas toujours totalement par hasard, les jeux ont tellement évolué que forcément, les plus anciens reposent sur des mécaniques affreusement vieillissantes, qui n'attirent pas vraiment le joueur lambda. Souvent moi-même, en essayant certains de ces jeux, j'ai un peu de mal à y trouver du plaisir. Du coup, forcément, l'inspiration ne vient pas. Et puis, parler d'un jeu qui ne m'attire absolument pas, vous le ressentirez rapidement. Et ça donnerait une bien mauvaise vidéo. En revanche, et c'est là que le plaisir se fait ressentir, il y a ces titres qui devraient, en tant que joueur du 21e siècle, me laisser totalement indifférent. Et pourtant, non, quelque chose d'indescriptible m'attire et me laisse plusieurs heures scotché à mon écran. Le gameplay a beau être assez approximatif, certaines phases de jeu assez frustrantes, rien à faire, l'envie d'aller plus loin dans le jeu, de le découvrir sous toutes ses facettes, se fait ressentir. Et vous vous en doutez, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec le titre d'aujourd'hui, qui va donc être le sujet du jour. Pour le moment, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher votre blouson noir, d'enfiler votre plus belle paire de Santiago, de sauter dans le RERD, pour qu'on aille tous ensemble ce soir flâner à Paris. Billy la banlieue, c'est un jeu dont il m'était arrivé de voir des images ou que j'avais entendu citer ça et là. Seulement, ça ne m'intéressait pas plus que ça, principalement parce que le titre se trouve sur Amstrad CPC et que moi, ce qui m'attirait à l'époque, c'était les jeux consoles, Atari 2600, NES, Mega Drive, mais certainement pas des jeux sur des micro-ordinateurs poussiéreux, assez compliqués à se procurer et surtout à faire fonctionner pour un gamin de 10 ans pas véritablement passionné d'informatique. Mais avec la chronique l'histoire du jeu vidéo, j'ai évolué, j'ai découvert que l'Amiga, le Commodore 64, le ZX Spectrum par exemple, détenaient de véritables petites pépites, et surtout, si vous vouliez trouver la scène indépendante de l'époque, c'est vers ces machines qu'il fallait se tourner. Et oui, dans les années 80, quand on est un jeune homme passionné d'informatique, qu'on achète son ordinateur pour développer ses propres jeux, on les publie bien souvent sur ces plateformes mêmes, pour lesquelles il est aussi bien plus simple de trouver un éditeur. C'est le cas justement de Jean-Philippe Biscay, qui programme seul sur son Amstrad CPC 464 un titre intitulé Billy la banlieue. On y incarne Billy qui, comme son nom l'indique, vient de la banlieue, plus précisément du 9-3. Pour le hip-hop, je développe la Seine-Saint-Denis, c'est de la bombe bébé, et si t'as le pédigré, ça s'en connaît au début. Le soir, il part rejoindre sa petite amie sur Paris. Seulement, Paris et sa banlieue, la nuit, c'est pas toujours rose, d'autant plus quand on a une coupe de rocker, un jean troué et un blouson de cuir. Il y a quelques lascars qui viennent nous chercher des noises, et si on ne s'est pas préalablement armé d'un bâton, on risque bien de se faire casser la figure. Les policiers, eux aussi, nous empêchent d'accéder à certaines zones juste parce qu'on a un look qui ne leur revient pas. Des jolies filles qui nous font du rentre-dedans, seul un cœur pourra nous en dépêtrer, des musiciens qui jouent dans le métro et qui ont perdu leur instrument, des moines qui cherchent leur vase, et bien entendu les tourniquets de métro, pour lesquels il faudra, vous l'aurez deviné, un ticket de métro. Le principe est un peu plus simple, se balader dans cet univers fait de couloirs de métro et de rues malfamées pour trouver divers objets qui nous permettront de nous libérer le passage afin de progresser. Seulement, pour corser le tout, on a un compteur qui s'épuise à chaque fois qu'on se déplace. Arrivé à 0, c'est la mort du personnage. Du coup, si on souhaite aller assez loin, il va être nécessaire de préparer un itinéraire pour perdre un minimum de temps sur nos déplacements. Heureusement, les théières disséminées dans le niveau nous permettent de récupérer nos points. Voici donc le jeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement simpliste, que ce soit en termes de challenge ou d'objectifs. Pourtant, je sais que ce jeu est un incontournable dans la ludothèque de l'Amstrad, et qu'il éveille tout un tas de sentiments pour les joueurs de l'époque qui s'y sont essayés. On le constate assez rapidement, de par déjà le nombre d'articles sur internet écrits par des passionnés, les magazines de rétro gaming qui n'hésitent pas à y consacrer plusieurs pages, et avec les réactions des joueurs sur les sites d'émulation, on comprend l'engouement de ces derniers pour le jeu. Du coup, moi, je me dis pas immédiatement je vais en faire un épisode pour rétro-découverte. Non, parce qu'avec l'expérience, je sais à présent, comme je vous l'ai expliqué, qu'il arrive régulièrement que je ne parvienne pas à ressentir ce que les joueurs de l'époque décrivent à travers leurs commentaires. En plus de cela, le titre ne me facilite pas vraiment la tâche, puisque mes premiers pas y sont assez chaotiques. On ne dispose que d'une malheureuse vie, ayez le malheur de rater un saut, et vous recommencez tout depuis le début, et ceux-ci ne sont pas toujours très simples à gérer.
Encore plus frustrant, avec les escaliers, passer d'une plateforme à l'autre s'avère souvent une véritable épreuve. Du coup, on essaye, on réessaye, et en attendant, nos points de vie s'écoulent étant donné qu'on se déplace, et on assiste, impuissant, à une véritable mort à petit feu de notre personnage. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, le level design n'est pas toujours très logique. Exemple concret, je suis ici, je me balade dans les couloirs du métro, je passe sur cet écran, je monte cet escalier, je retourne en arrière pour aller ici. La logique voudrait que l'on revienne au tableau précédent, puisqu'on a fait que monter d'un étage et qu'on est revenu sur nos pas. Eh bien, pas du tout, on se retrouve à un tout autre endroit, et ceci arrive très régulièrement. J'ai trouvé sur internet un plan du jeu, et effectivement, le sens de celui-ci m'échappe quelque peu. Il faudra donc prendre des notes et connaître par cœur quel tableau mène à quel tableau pour s'y retrouver et ne pas gâcher nos précieux points de vie. À ce moment, on est tenté de dire non, ce jeu m'agace, je passe à autre chose. Seulement, et c'est cet instant dont je vous parlais dans l'introduction, où quelque chose me pousse, me donne envie, malgré tous ses défauts, de poursuivre l'aventure avec Billy. Et là, il va bien falloir comprendre qu'est-ce qui me retient sur ce jeu. C'est impératif que je mette le doigt dessus pour être capable ensuite de l'expliquer. Déjà, première chose, se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes en 1986. Jean-Philippe Biscay a alors 25 ans et habite à Bagnolet dans le 93. S'inspirant de ce qui l'entoure, des transports en commun et des tas d'individus divers et variés que l'on peut y croiser, Jean-Philippe imagine Billy la banlieue. Il programme le jeu absolument seul et fait ses tests lui-même, ce qui explique qu'il ne soit pas parfait d'un point de vue du gameplay. Pourtant, ce qui m'a immédiatement sauté aux yeux, c'est qu'il se distingue graphiquement des innombrables titres de l'Amstrad. Regardez ça, il y a une patte, quelque chose qui nous pousse à arpenter ces couloirs de métro. Je vais y revenir. Avant toute chose, Jean-Philippe Biscay va avoir une idée qui va contribuer à la renommée du titre. En testant son jeu, il se dit que l'ensemble est tout de même un peu monotone. Pour rendre le tout plus distrayant, il a alors l'idée d'ajouter des bornes d'arcade au sein du jeu. Il faudra alors trouver de l'argent pour pouvoir faire une partie de Space Invaders, Breakout ou un jeu de course. Sans vraiment le vouloir, Jean-Philippe donne un petit coup de nostalgie aux gamers qui ont connu ces titres et inaugure quelque chose dont tout le monde se fiche à cette époque, le rétro gaming, la redécouverte des titres du passé. C'est très rapidement un immense succès commercial en France. Le jeu intègre d'autres petits jeux, ce qui est déjà exceptionnel, surtout avec les malheureux 48 kilo-octets disponibles, mais en plus de ça, il s'agit de grands classiques de l'arcade qui en 1986 ne sont plus tellement d'actualité. Malgré que ce soit l'aspect attrayant du jeu, c'est pas ce qui m'a donné envie d'en parler. Ce qui a retenu mon attention, c'est l'ambiance qui se dégage du titre. Je le disais, les graphismes sont aguicheurs, mais surtout, imaginez pour un joueur de cette période la possibilité de se balader dans les rues et le métro, la nuit, à Paris dans les années 80, avec tout le folklore qui va avec. Les prostituées, les loupards, les policiers, les tourniquets, sans oublier notre bonne vieille tour Eiffel. C'est prenant, intriguant, l'ensemble baignant dans une ambiance rock'n'roll très plaisante. Et je suis en plein dedans, avec la sensation d'être un joueur qui découvre Billy la banlieue et qui est attiré par les lumières de la ville et par les couloirs sombres du métro. Et je comprends enfin ce qui me plaît tant dans ce jeu, ce qui a tant plu aux joueurs de l'Amstrad. Il ne me reste plus qu'à écrire mon épisode en essayant de vous faire à votre tour éprouver ces sensations, bien que je me doute de la difficulté de la tâche. Billy, la banlieue est trop rarement citée dans nos manuels d'histoire à cause de ses quelques défauts. C'est loin d'être un titre parfait, comme peut l'être Super Mario Bros, sorti la même année. Pourtant, s'il a laissé une telle empreinte dans la mémoire des joueurs de l'époque, ce n'est certainement pas un hasard, et je refuse à me dire que c'est uniquement parce qu'il est l'un des premiers à mettre en abîme le jeu vidéo. C'est vrai que c'était ingénieux, mais dans ce jeu, il y a autre chose, une certaine magie, j'irais jusque-là, avec son ambiance si particulière. En France, Billy la banlieue reste un titre mythique. D'ailleurs, il existe une version modernisée pour smartphone, réalisée par Jean-Philippe Biscay lui-même, avec l'aide de son fils Charlie. Si vous souhaitez, vous y essayez. On n'en a pas fini avec Jean-Philippe Biscay, puisque la semaine prochaine, on s'attardera sur l'ensemble des titres qu'il a développés. Certains valent vraiment le détour. Du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous!